Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Marine est avec nous ce matin sur le Da Fresh Morning. Marine, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Très bien. Il y a la forme? Oui. Toi, ton jour, c'est jeudi, là. Tu te débarques un vendredi comme ça, le matin. Bah écoute, on avait... les mains vides et tout. Da Fresh, non, je n'ai pas les mains vides, j'ai quelqu'un avec moi. On avait tellement de choses à prononcer, à parler cette semaine qu'on est venu 2 fois, donc merci de nous accueillir. D'accord, ok, merci. Tu es avec Nadir Dandoun. Voilà, c'est un peu plus simple comme ça. Ah, mon frère, là, tu as failli m'amener une autre place, là. Ça ressemble à un enfant, ton nom. Ah, merci. Ok. Bonjour, Nadir. Salut tout le monde. Comment tu vas? Je vais super bien. Toi, tu es co-scénariste du film L'Ascension. Exactement. Le mec qui allait grimper une montagne à cause d'une petite. C'est ça. Ça, c'est la version simple, en fait. Voilà, donc ça, c'est la version simple. Et c'est quoi la version compliquée du film? La version... L'histoire réelle. L'histoire réelle, c'est qu'en 2008, je suis parti gravir la plus haute montagne du monde. Ah, c'est toi-même? L'Everest, oui, c'est moi. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un tocard sur le toit du monde. Et on a scénarisé le livre. Un tocard sur le toit du monde. Pourquoi un tocard? Alors, parce que je suis perçu par certains comme un tocard, en fait. Voilà. D'accord, parce que les gars qui se prennent pour les grands tombeurs du monde, quoi. C'est ça, c'est que... C'est des bouffons, les soi-disant virils. Oui, c'est pas ça, c'est que moi, on m'imaginait pas en tant qu'alpiniste, en fait. Ah, en fait, on est plus en tant que rappeur ou en footballeur. Voilà, d'accord. À rigueur. Mais et après, tu t'es lancé dans l'alpinisme. Oui, alors que j'avais jamais fait de montagne. D'accord. Voilà, de ma vie, c'était... en fait, au début, c'était pour rire, un peu. Et puis après, je me suis pris au sérieux. Et puis quand je suis arrivé à 8848 mètres, j'ai dit merde, je l'ai fait. Voilà. C'était au-delà du fait que tu avais envie de... C'est parti d'une promesse faite à une fille. Non, moi en fait je l'ai plutôt fait pour ma mère et mon père plutôt. Donc voilà, ma mère c'est une fille, mais et je l'ai aussi fait pour mon quartier. Donc moi je viens d'un quartier populaire, donc je viens de la Seine-Saint-Denis. Donc là ici je pense que vous dites toutes le 9-3. Le 9-3, ouais. Donc je viens d'un quartier où il y a beaucoup de difficultés sociales. Et donc c'était une revanche sociale en fait. C'est ce que je voulais c'était un demander. bras d'honneur pour même l'élite. Voilà. En fait c'est pour leur montrer qu'on est capable de faire plein de choses aussi et qu'on en a marre qu'on nous assigne aussi à résidence. Ça t'a pris combien de temps cette ascension? 2 mois. Ça 2 m'a mois. pris 2 mois, donc pas... il faut monter, descendre, faut descendre. Le temps que le corps s'habitue. Voilà. Ah d'accord, tu montes à un niveau, tu redescends. Tu redescends, voilà. Après, en fait, c'est le même procédé que la plongée sous-marine. Tu peux pas monter d'un coup, sinon tu chopes des œdèmes cérébraux, des œdèmes pulmonaires, tu peux avoir une crise cardiaque. Donc il faut que le corps il s'habitue au manque d'oxygène. Donc tu vas tout doucement, tu prends ton temps. Et c'est ça le truc le plus dur, c'est que ça dure 2 mois. C'est que tu as le manque de confort. Tu dors sous une tente, tu manges mal, tu dors pas, tu as des maux de tête et tout ça, quoi.
Donc il y a tout ça qu'il faut gérer. C'est Ça, une c'est- souffrance physique, mais c'est aussi une souffrance mentale. Ouais, d'accord. Et sur le plan mental, ça a renforcé ton mental à la descente? Ouais. Bah, là, ce qui est marrant, c'est que quand tu arrives à 1848 mètres, tu sais que tu es capable de tout quoi, après. Quoi. Parce que tu es l'homme le plus haut du monde. Ouais. Voilà. Mais tu viens du 9-3 à Saint-Denis, c'est un quartier où il y a des difficultés sociales. Comment tu trouves l'argent pour aller à l'Everest? C'est en Asie, non? Ouais, en fait, tu as deux moyens de faire l'Everest, soit par la face nord, c'est par la Chine, et soit tu as la face sud, où le premier homme a gravi l'Everest en 1953, qui est par le Népal. Donc moi, je suis passé par le Népal. Et c'est vrai que C'est du pognon. C'est vrai que c'est cher, hein. C'est gratos. C'est vraiment un sport de riche pour aller vite. Hein. Et donc moi, j'ai eu des primes parce que, en fait, j'ai travaillé pour un média français, parce que je travaille en tant que journaliste. Il y a mon contrat qui n'a pas été reconduit, donc je suis parti avec un bon paquet de primes. Ouais. Avec cet argent, j'aurais pu m'acheter une belle carrosse, parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit aussi, hein, une carrosse, ou, une voiture. Sauf que la voiture, 9 ans après, elle serait morte, et je me suis lancé ce défi en me disant que j'avais que de l'argent à perdre. Donc j'ai mis toutes mes économies, et j'ai donc réussi ce pari. Après, donc, on a fait le livre, et maintenant le film, quoi. Ah, Et d'accord. je suis super content de présenter ce film, donc ce soir, à l'Institut français, à 19h. Ah, d'accord. Et les gars qui ont lu le livre, ce sont eux qui ont claqué sur le truc et puis ont décidé de faire le film? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En 2008, donc quand je fais l'Everest, je rentre, personne ne me croit. Donc pendant un an, il n'y a personne qui me croit. Ils me traitent tous de mythomane. Bon, je me dis ok. Et ensuite, il y a un journaliste qui écrit un article sur mon ascension. C'est repris par la télé, donc je passe à TF1 dans l'émission 7 à 8. Et là, tu as toutes les boîtes de production qui m'appellent et qui me disent on veut faire un film sur ton histoire. C'est un truc tellement marrant, tellement extraordinaire. Un mec qui a jamais fait de montagne, qui part gravir, voilà. Donc, on a mis 7 ans à faire ce film parce que c'est un film qui coûte beaucoup de pognon et c'est long. Le cinéma, c'est vachement long. Et on a fait ça donc avec une petite boîte de production qui s'appelle De l'autre côté du périphérique. Donc c'est une jeune nana, donc elle avait 30 ans, elle avait jamais produit de long métrage de sa vie. Elle venait aussi de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc ça a été vraiment un grand pari. Un défi. Ouais, un défi. Et où on est super content, c'est que c'est un film qui a marché partout, mais qui a aussi marché dans les quartiers. Parce que souvent, les films de quartier, ça marche pas dans les quartiers, parce que soit c'est un peu cliché, voilà, caricatural. Là, ça donne une autre image de la banlieue, ça donne une image plutôt positive. Et donc, oui, où on est fier, c'est que ce film a vraiment marché. Il a tellement bien marché qu'il sera présenté ce soir. Ouais, Alors moi, présenté ce soir à l'Institut après français. le livre, la sortie du film, est-ce que tu vis toujours à la Seine-Saint-Denis et quelles sont tes relations avec les jeunes des quartiers et tout? Moi déjà, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Donc je suis parti de chez moi en 1993. Je suis parti vivre en Australie 8 ans. Après, j'ai fait un tour du monde à vélo. J'ai écrit 4 bouquins. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille en tant que journaliste. Je vis toujours dans la ville où j'ai grandi. Donc, je vis toujours à l'île Saint-Denis. Je vais souvent dans les collèges, lycées, prisons pour aussi présenter ce que je fais. Tu as fait le mes tour du livres, monde à tout. vélo. Aussi, j'avais aussi fait ça en 2001. Tu es passé par le Gabon? Donc c'est donc c'est un tour du monde sans le Gabon, pardon. Je tiens à m'excuser. Non, mais il est vrai, un tour du monde sans passer par le Gabon, c'est pas un tour du monde. On a 9 parce que nous on a la parcs tropicale, on a la tropicale à Lissabon. Je m'excuse. On a des animaux qu'on ne voit nulle part dans Alors, le monde. je- On a les plus belles plages du monde. Je présente. On a la tropicale. On a la tropicale. On a le ciel qui est 2 fois bleu, qui est 2 fois vert. C'est vrai. Je On a présente des toutes mes tortues excuses luttes. au peuple gabonais. Voilà. Et tu reviendras donc boucler le tour du monde ici. Ici. Comme chaud, par contre. tu es de passage, là, ça peut compter. Ça peut compter. D'accord. Donc je vais prendre. D'accord. Je prends ma bicyclette demain là. Pourquoi tu quittes de 9-3 pour aller t'installer en Australie? Parce que je voulais aller le plus loin possible. Pourquoi? Parce que j'en avais marre, et même là j'en ai marre. Je reste en France parce que j'ai mon père et ma mère, quoi. Ouais. Sinon je me barrais. J'ai jamais été heureux dans ce pays, donc après il y a plein de gens qui quittent leur pays parce que donc ils sont pas heureux. Moi j'en avais marre du racisme d'État, de la violence de la police, de vivre dans des quartiers où il y a les écoles qui sont où il y a moins de moyens dans les écoles, où quand les profs sont pas là, ils sont pas remplacés. Voilà. En fait, il y avait plein de trucs, j'étais pas heureux. Donc
au lieu de me plaindre, je me suis barré, quoi. Et en Australie, ça va mieux. Mais première question, est-ce que c'est pas trop une fuite en avant aussi? On n'affronte pas les problèmes, on fuit directement en Australie. Et en Australie, est-ce que ça va mieux là-bas? Est-ce que tu t'y sens mieux? Ben, je me suis barré, j'avais 20 ans, donc voilà, je pense que j'avais le droit quand même de partir. Et c'est vrai, comme vous le dites, au bout de 8 ans, je me suis dit que le combat se mène en France. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Et en Australie, j'étais vu comme un bel étranger, quoi. J'étais un être exotique. En fait, parce que là-bas, donc j'étais vu comme un Français. Ah voilà, il n'y a pas qu'ici. Non, mais là-bas, j'étais vu comme un Français. Alors qu'en France, c'est clair, hein. Alors qu'en France, je suis vu comme un Arabe. Je suis pas vu comme un Français. D'accord. Ouais, parce que mes parents sont africains, algériens. Ouais. Donc c'est vrai Et qu'en en France, Algérie, comment tu es vu? je suis vu comme un Français. Donc, Finalement, bon. c'est pas compliqué. C'est comme Mais ce que moi j'aimais quand je vivais en Australie, c'est que j'étais vu comme ce que je suis. Ouais. Je suis né en France, je vis en France, donc je suis français. Ici au Gabon, on te voit comment? Et là, comme un et là, ce qui est Gabonais. marrant, c'est qu'on me voit et c'est marrant, c'est qu'on me voit comme un homme blanc ici. Donc on me voit pas comme un Algérien ou comme un Africain ou comme un Français aujourd'hui. Tu as regardé au miroir, t'es tout blanc, hein. C'est vrai. Non mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait on est toujours un immigré quand en fait on quitte. En fait ce qui est en fait dur souvent pour nous. Après moins parce que moi je suis arrivé à un âge où j'ai beaucoup j'ai aussi fait 4 livres, donc maintenant j'ai aussi T'as de l'expérience. Et puis aussi le fait d'avoir voyagé. Mais c'est vrai que c'est dur quand tu grandis sans identité, vraiment. Où tu, en fait, c'est pas où t'es. Nous, il y a une expression en France, c'est qu'on dit qu'on a le cul entre deux chaises. Donc on a et donc ça qui est difficile. Et moi, je pense, si on a inventé le droit du sol en France, c'est qu'on avait compris qu'on peut être français basané, français noir, français tout ce que tu veux, quoi. Et donc c'est ça qui est difficile. Et donc pour répondre à ta question, quand je suis parti en Australie, là-bas, ça me faisait du bien. En fait, c'est comme quand il y a un Suédois qui vient en France, il va être bien accepté. T'as les bons étrangers, t'as les mauvais étrangers. Donc moi, là-bas, j'étais vu comme un bon étranger. J'étais français, donc la France, c'est la mode, c'est le vin, c'est la bonne bouffe, c'est tout ça, quoi. C'est Louis XIV, c'est Versailles. C'est Louis XVI qui s'est fait, tu vois, tout ça. Oui. Tu es passé de alpiniste à co-scénariste. Tu avais déjà fait du cinéma? Moi, non. En fait, mais par contre, comme j'ai beaucoup écrit, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même travail. Mais par contre, ce qui est bien, grâce à ce film, ça m'a donné envie maintenant de faire du cinéma parce que je me rends compte quand même qu'on peut écrire tous les bouquins qu'on veut, on peut faire tous les docus qu'on veut. La puissance du cinéma. Vous avez vu, ce film, on a fait 1 250 000 spectateurs déjà quand même. Ça sort... tu vois, bien le petit décalage, et donc, là, ils sont en train de tester en fait, oui. Alors, donc la puissance du cinéma, quoi, c'est incroyable. fou, quoi. C'est fou. Pour toi, c'est plus fort que celle du livre? Ah oui, ça va rien à voir. Mais parce que ça touche plus de gens, quoi. Ça a une puissance stratosphérique, quoi. Ça. Tu vas donner des ateliers donc d'écriture aux enfants, d'écriture des scénarios aux enfants. Tu en as donné en France aussi? Alors, j'ai déjà donné des cours d'écriture, mais sur d'autres domaines. Donc là, ça va être une première. Mais je pense que ça va bien se passer. Avant la présentation du film ici au Gabon, est-ce que tu as fait d'autres pays d'Afrique, d'autres instituts Alors, français? non, c'est une avant-première africaine. Donc, tu auras de l'occasion de voir comment les Africains réagissent à ton film. On en a déjà fait une hier. Ça, c'est le trailer. Qui était vachement bien. Oui, non, ça c'est un autre. Ah oui, ça c'est un autre truc qu'on avait fait. Ah oui, c'est vrai, c'est un autre truc qu'on avait fait. J'avais fait donc en fait hier matin. On a fait donc hier matin, donc jeudi matin, ouais c'est ça. On a fait une projection pour les lycéens et ça s'est super bien passé. Hein. Alors les lycéens et des réalisateurs gabonais, des étudiants de l'INPETIC qui sont venus également. Aussi, voilà. exactement. Et ça s'est super bien passé et je crois qu'il y a eu un super bel accueil. Donc ils adorent le film et vraiment ils adorent le film. Et puis il y a eu un bon débat derrière, donc il y a eu beaucoup de questions. Et puis il y a eu plein de jeunes qui se sont identifiés aussi parce que c'est surtout un film. Bon, c'est un film sur l'amour, mais c'est aussi un film sur le dépassement de soi. C'est en fait aussi aller là où tu as envie d'aller. Voilà, de ne pas rester dans ta case, de prendre des risques et d'aller faire ce que tu as envie de faire. Quoi. Voilà.
Super. D'accord. Donc, Marine, ce soir, c'est à l'Institut français? Oui, ce soir c'est à 19h à l'Institut français. Voilà, on attend du monde, on attend les jeunes, parce que c'est un film qui va beaucoup plaire aux jeunes. Hier, on l'a vu, donc voilà, grand appel aux jeunes. Et pour ce film, on fait moins cher que d'habitude. Les entrées, c'est 4 000 francs. Donc c'est un petit effort. Et 3 000 francs pour les adhérents. Donc c'est à 19h. Avant le film, donc on introduira rapidement la séance. Oui. Et après le film, Nadir sera là pour animer un débat avec les spectateurs. Ce sera vraiment un moment de parole ouverte, un échange libre pour tous ceux qui veulent poser des questions, dire comment ils ont perçu ça, etc. Vraiment, on discute librement, quoi. Tu as bossé avec Ahmed Silla? Ouais. Oui, je le connais. Ahmed, qui est un super acteur. Enfin, là, dans ce film, c'était son premier rôle. Quand il a été choisi, parce qu'on a fait un casting démocratique où tout le monde avait sa chance, et donc il a bien bossé. Hein. Il m'a dit qu'il n'avait jamais autant bossé de sa vie. La preuve qu'il n'y a que le travail qui paie. Il a bossé le casting, il a torché tout le monde. Là, il était au-dessus du lot. Et quand vous allez voir le film... c'est incroyable. Donc en fait, il arrive à être drôle, il arrive à être dans l'émotion, il arrive à être tout, quoi. Quand tu as regardé le film après qu'il soit fini, bouclé en boîte et tout, quand tu l'as regardé pour la première fois, comment tu t'es senti? C'est une bonne question. Alors, je te cache pas que j'avais peur avant, parce que c'est quand même un film sur une partie importante de ma vie, donc c'est un truc qui est pas simple, hein, quand même. Et ça m'a fait bizarre, quoi. J'ai eu un peu les larmes aux yeux à la fin, quoi. Ça a été une fierté, mais ça a été encore plus fort quand j'ai amené ma mère, surtout pour le voir. Parce que voilà, ma mère, elle sait pas lire et écrire, donc elle est arrivée en France. C'est vrai, c'était dur. Elle a quand même élevé 9 enfants. On est dans un quartier qui n'était pas... Voilà, et le fait de voir... et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas du tout capté que c'était l'histoire de son fils. Il a vraiment fallu qu'elle aille le voir 3 fois pour qu'à un moment... Et ça, c'était trop drôle. On est en train de prendre un café avec ma mère et elle me dit la nana qui file des bonbons à tout le monde, on dirait qu'elle me ressemble. On dirait que c'est moi. Et c'est là qu'elle avait compris enfin que c'était un fils. Non, parce que là, en fait, c'est vrai qu'elle n'a pas les mêmes notions que nous. Ouais. Mais même quand j'ai fait l'Everest, je redescends, donc je suis à 6400 mètres, donc je suis au camp 2. T'as un ami à moi qui me prête son téléphone satellite pour que je puisse appeler ma mère, pour lui dire. Et là, donc je suis là en train... Et je lui ai pas dit que j'ai fait l'Everest parce que elle ne sait pas ce que c'est l'Everest. En fait, je lui ai juste dit que je rentrais, quoi, chez moi, quoi. Parce qu'en fait, elle a des rêves de pauvre. En gros, tant que moi, j'ai un métier, tant que je suis pas dans la drogue, tant que ça va, tant que je suis en bonne santé, elle a dit grâce à Dieu, ça va, quoi. Tu vois, ils ont des... Moi, j'avais des rêves de riche, mais elle a des rêves de pauvre. C'était tant que tu avais un toit, tant que tu avais de quoi manger, elle était super contente, quoi. C'est comme les mamas africaines, c'est pareil. Ouais. Tu vois, elles sont pas dans ce truc-là. Donc pour moi, d'avoir fait l'Everest et tout ça, c'est pas qu'elle s'en fout, mais c'est pas ça le plus important. Moi, ce qu'elle veut, c'est une mère comme tout le monde. Elle veut juste que tu sois heureux et bien dans ta vie. D'accord. Merci Nadir et merci à Marine d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite de passer une bonne journée et on vous retrouve ce soir à l'Institut français. C'était un plaisir et ce qui est bien, c'est qu'on a eu le temps. Parce que dans les radios en France, les mecs ils te coupent toutes les 30 secondes. Donc, big up à vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. À ce soir. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning.
urbanfm.fm.